C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est le président du parti Les Souverainistes, Ufrem Dave Mafoula, qui est bien sûr face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Monsieur Maner. C'est un plaisir de vous avoir dans ce programme. Dave Mafoula, quel a été votre parcours pour devenir, disons, votre parcours politique pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire président du parti Les Souverainistes? Alors, déjà il faut que je dise aux Congolais qui nous suivent, c'est que mon parcours politique a commencé un peu à l'université. On est en 2005, je suis syndicaliste, parce que je considérais déjà à cette époque que la jeunesse congolaise ne devrait pas étudier dans des conditions que nous étudions à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu d'amélioration dans des conditions, mais c'est pas totalement ça. Et donc, après cela, je peux dire qu'en 2012, on a, avec les amis, bien évidemment, on a pensé créer un mouvement de la jeunesse qu'on appelait Mouvement des jeunes pour le changement. Parce que nous parlions déjà à l'époque du changement systémique. Parce qu'on pensait déjà que, il fallait une rupture avec la manière de gérer le pays. Et de 2012 jusqu'à un moment où on a eu une loi qui a empêché les associations politiques d'exercer. Et donc, on a transformé l'association politique en parti politique qui est les souverainistes depuis 2016. Mais il y a une chose qu'il faut peut-être que je dise aux Congolais, c'est que mon combat politique a commencé, je crois, avec les idées que je faisais de mon pays. C'est-à-dire que je ne supportais pas l'injustice. À quel moment? Toujours à l'université? Je crois même que c'était à l'école primaire. Alors, je vous explique. Je suis à l'école primaire, je quitte l'Infoa et je traverse la rue Bakongo. Je n'oublie jamais l'avenue de Poto dans rue Bakongo, avenue Grande École. Je vois une dame avec un bébé. Et cette dame-là, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle était assise à même le sol. Tout petit, je viens quand même pour demander. Elle m'a dit qu'elle avait faim, que son enfant n'avait pas aussi mangé. Alors, croyez-moi que ça m'a blessé. Vous étiez à l'école primaire? J'étais à l'école primaire. Je crois que j'étais au CE2, je crois. CE2. Je suis allé voir ma tante. J'ai dit à ma tante qu'il y a une dame qui est assise là-bas, qui n'avait pas quelque chose à manger. Et on est allé avec ma tante. Et ma tante, je crois qu'elle lui avait donné quelque chose. Et puis, la dame, elle est partie. C'est parti de là. Je crois que c'est plutôt un engagement qui est né du fait que je voyais beaucoup d'injustices. Et aujourd'hui, mon combat consiste à réparer ces injustices-là. Et si on peut résumer, si on vous demandait qu'est-ce qui vous emmenait réellement en politique? Comme je vous ai dit, le combat contre les injustices, je ne supporte pas le fait que nous soyons dans un pays qui a tout pour donner à sa jeunesse, pour permettre aux jeunes et surtout à tous les Congolais de vivre dans le bonheur, mais que les gens vivent dans la misère, que les gens vivent à genoux. Et je pense que c'est injuste parce qu'on a tous les moyens pour
pour vivre différemment de ce qui se passe aujourd'hui. D'où le combat que nous menons. Dave Mafoula, de directeur de campagne dans la circonscription de Lukolela pour André Okombi Salissa lors de l'élection présidentielle de mars 2016, à un autre Okombi, lui c'est Dean Elvis Okombi Salissa, conseiller politique auprès du Premier ministre délégué, du ministre délégué auprès du Premier ministre. Alors, comment expliquez-vous cette pirouette? Vous quittez un Okombi Salissa, là vous étiez son directeur de campagne dans une localité. Pirouette, vous tombez dans le cabinet d'un autre Okombi, cette fois-ci au ministère. Vous me faites rire quand vous parlez de pirouette. Vous avez l'impression que c'est une pirouette, mais ce n'est pas une. Je vous explique. Nous sommes en politique. Vous savez, moi, j'ai défini le cadre du travail politique. Moi, je ne rentre pas dans les perceptions des autres. Pour moi, la politique, je la fais pour servir le pays. Je ne la fais pas pour servir quelqu'un. Je suis directeur de campagne du président Okombi Salissa à Lukolela parce qu'on est en période électorale. Et j'ai choisi un candidat. Ça, c'est en 2016. En 2016. J'ai choisi un candidat, j'ai soutenu le candidat. Et l'élection terminée, je ne suis pas membre, moi. Vous l'avez soutenu, mais vous n'étiez pas membre de son parti. Je n'étais pas membre de son parti. Je l'ai soutenu. J'ai choisi de soutenir Okombi, je l'ai soutenu. Et à la fin, je suis à la maison. Je suis à la maison. Elvis, c'est d'abord un frère avec qui on discutait depuis la nomination, enfin avant la nomination, pardon. Et donc, à ce moment-là, on a eu cette discussion où il m'a présenté la situation. Bon, écoutez, pour moi, c'est servir le pays. Ce n'est pas servir quelqu'un. Donc, j'accepte de travailler. Et à un moment donné, j'ai vu que, bon, bah, il était temps pour moi de quitter le cabinet. J'ai quitté le cabinet. Donc, ça n'a rien à voir avec une... Mais quand même, c'est deux personnages. Mais écoutez, je suis un homme politique. Je ne peux pas, moi, dire qu'aujourd'hui, je vais travailler avec X et je m'arrête là. Non. Je ne cherche pas à travailler pour X. Je cherche à travailler pour la République. Je cherche à servir la République. Donc, ce n'est pas une girouette? Non, non, pas du tout. Ça, c'est votre conception, mais je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai soutenu Okombi parce que je pensais qu'il pouvait arriver et on devait servir la République, simplement, pas servir Okombi. Et l'autre, c'était pareil, c'était pas pour le servir, c'était pour servir le pays. Alors, Ephraim Dave Mafoula, candidat aux législatives de 2017 à Lukolela et de 2022 à Mosaka, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces deux candidatures et deux localités? Bon, c'est simple. En 2017, je suis à Lukolela parce que j'ai mon parcours. Il y a une bonne partie de ma vie qui s'est vraiment passée à Lukolela. Donc, j'ai été à l'école primaire à partir de CM1, pratiquement jusqu'en 4e, je suis à Lukolela. Donc, c'est tout à fait normal que quand je pense un peu vie politique, je me dis, bon, Lukolela a quand même participé à la construction de ma vie. Donc, il était important pour moi de repartir à Lukolela. Parce qu'en 2016, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis à Lukolela pour une raison politique. Et donc, en 2017, je reviens à Lukolela pour les élections législatives, là où j'étais candidat. Avec une étiquette indépendante? Je suis indépendant. Et à la fin, en 2022, mais avant 2022, il y a d'abord 2021, parce que c'est 2021 qui explique 2022. 2021, je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis à Mosaka, chez moi, parce que je suis de Mosaka. Et à ce moment, j'ai des discussions avec mes parents, tous ceux qui sont de Mosaka, qui sont venus me voir pour me dire, bon, on souhaiterait vraiment que tu sois là. Et donc, quand le peuple m'appelle, je réponds à l'appel du peuple. Malgré que vous avez échoué. Bon, vous savez, vous cherchez une provocation qui ne marchera pas avec moi. Mais ce sont vos mots. Vous savez, en politique, on ne dit pas on a échoué. On n'échoue pas en politique en réalité. Et encore, pour moi... Vous n'avez pas été élu? Alors, on est au Congo.
Quand on n'est pas élu, ce n'est pas parce qu'on a échoué. Je vous explique. 2017, 2022, ce sont des élections que je considère comme gagnées, légitimement. Dans les deux localités. Que le PCT n'a pas voulu perdre. Voilà, moi je n'ai pas perdu, mais c'est le PCT qui n'a pas voulu perdre. Et je considère cela comme des braquages électoraux. Ça s'est passé en 2017, ça s'est passé en 2022. Ce que je vous dis, les populations de Lukolela, comme de Mosaka, sont témoins de ce qui s'est passé. Donc ça, on ne peut pas l'effacer. Donc vous avez gagné. Je vous le dis clairement que si on était dans un pays démocratique, si on était dans un pays où on pouvait se soucier de la légitimité politique d'un acteur, je serais déjà élu en 2017 et encore en 2022. Alors, vous êtes président du parti politique Les Souverainistes. Pourquoi avoir créé un parti politique au lieu d'adhérer au PCT, au MCDDI, à l'UPADES, à l'UDH Yuki, au RDD, au PSDC? Ce sont des partis politiques qui... Oui, mais après, on n'adhère pas à un parti politique parce que on a envie de faire la politique. On adhère à un parti politique parce que on a d'abord des convictions, on regarde des valeurs. Si nous partageons les mêmes convictions politiques... Dans tous ces partis, vous n'avez pas trouvé vos valeurs? Si nous partageons les mêmes convictions politiques, à ce moment-là, oui. Malheureusement, je n'ai pas trouvé un parti dans lequel je pouvais me sentir à l'aise avec mes convictions. Même en étant démocrate, républicain, parce que tout à l'heure vous avez dit vous servez personne, vous servez la République. Oui, mais monsieur Maner, j'avais bien envie, moi, d'adhérer à un parti avant. Ah bon? Je ne l'ai pas trouvé. Non, ce n'est pas comme si je suis venu en disant je crée un parti. Non. Des partis existaient déjà. Seulement, quand j'interroge ces partis, j'interroge les valeurs de ces partis, j'interroge aussi la manière de faire, la culture même de ces partis, je n'ai pas trouvé. Donc vous n'êtes pas de ceux qui disent bon, je suis dans tel parti pour apprendre. Après, quand on est dans un parti, c'est pour apprendre. Mais quand un citoyen veut s'engager dans un parti, il sait ce que... Mais souvent, dans ces partis, il y a des courants. Non, mais le problème, c'est que moi, je ne voulais pas aller dans un parti pour se retrouver dans un courant. Et il faut d'abord aller dans un parti où on sait que les convictions sont pratiquement les mêmes, les valeurs défendues sont les valeurs que nous voulons défendre. Moi, je voulais déjà défendre une idée de la justice. Mais je n'ai pas trouvé. Vous êtes de gauche ou de droite? Je suis de droite. Ah d'accord. Je n'ai pas trouvé. Donc les souverainistes... Je voulais, moi, défendre une idée de la méritocratie. Je ne l'ai pas trouvé. Je voulais, moi, défendre une idée de liberté économique. Je ne l'ai pas trouvé dans un parti au Congo. Ce qui nous a conduit à créer le Parti des souverainistes. Et je voulais aussi défendre le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que cette liberté allait décider, allait choisir son destin. Je ne l'ai pas trouvé dans... Juste une parenthèse. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Dean Elvis Okumbi? On se parle, on a une relation amicale, il n'y a pas de souci avec lui. Le regard aujourd'hui sur lui a changé? Non, Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti? Je regarde les gens de la même manière. Je ne suis pas, moi, dans une démarche de condescendance, pas du tout. Je respecte les gens qui me respectent aussi, et puis il n'y a pas de condescendance. Alors, les souverainistes, pouvez-vous nous parler de ce parti avec vos mots? Et pourquoi les souverainistes? Eh bien parce qu'au Congo, on dit souvent que nous avons un problème de démocratie. Vous savez, tout le monde sait que ça ne marche pas la démocratie. Mais j'invite souvent les gens à définir la démocratie et tout le monde est d'accord pour dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, quand on définit la démocratie, il y a deux concepts qui reviennent, c'est le pouvoir et le peuple. Et si on veut parler du pouvoir du peuple, on veut simplement parler de la souveraineté du peuple. Donc, s'il y a un problème de démocratie, c'est qu'en réalité, il y a un problème de souveraineté. C'est pour cela que nous sommes les souverainistes, parce que nous voulons redonner le pouvoir au peuple. Nous voulons que le peuple soit le maître de... En quoi est-il différent
ce parti. Qu'est-ce que les souverainistes, en quoi est-il différent, ce parti? Qu'est-ce que ce parti apporte de nouveau dans le paysage politique en République du Congo? Et qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Bon, déjà que nous sommes un parti de droite, ce qui nous différencie de pas mal de partis au Congo qui sont de gauche, comme le PCT. Nous sommes un parti qui pense qu'il faut que nous puissions valoriser le mérite. Ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes un parti qui pense qu'un État ne peut pas avancer s'il n'y a pas une rigueur, s'il n'y a pas l'ordre, s'il n'y a pas la sécurité. Ce n'est pas ce qui se passe avec le pouvoir qui nous dirige, parce qu'on voit très bien que le pays est dans un désordre organisé, le pays est dans une insécurité pas possible, et notre parti aussi valorise l'idée selon laquelle que si vous voulez avancer ou faire avancer un pays, il faut commencer par libérer les énergies, donc les libertés fondamentales. Eh bien, nous sommes un parti qui pense qu'il faut donner plus de liberté aux citoyens, plus de liberté aux gens pour que le pays avance. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui parce que les libertés sont confisquées. Ce que nous voulons aujourd'hui dire aux Congolais, c'est que nous avons une vision qui est très différente de la vision qui nous dirige aujourd'hui. Récemment, j'ai fait comprendre aux Congolais que nous voulons une orientation politique qui s'appelle le volontarisme congolais. Pourquoi le volontarisme congolais? Parce que nous ne voulons plus considérer que l'État congolais, pour avancer, il doit avoir besoin des autres. C'est-à-dire que toute attente de l'extérieur, ce n'est pas possible. Nous pensons qu'on peut transformer ce pays économiquement, politiquement, socialement, si on commence à considérer que l'intelligence congolaise, le courage congolais, le travail des Congolais peut faciliter le développement. Il faut regarder peut-être le visage du monde. Je vais vous prendre un exemple simple des pays qui ont qui sont partis de la volonté politique. On a le Rwanda à côté, un pays qui a connu un génocide, mais qui aujourd'hui montre qu'il a été capable de se relever. Vous voyez la Chine, par exemple. La Chine, c'est aussi la volonté politique. Je vais vous prendre un pays comme Singapour. Singapour a une histoire un peu similaire comme le Congo. Singapour a 6 millions d'habitants. Singapour, l'indépendance, c'est dans les années 1965. Mais Singapour, aujourd'hui, n'a pas de ressources naturelles. Mais il s'est basé sur quoi? Sur la volonté politique. Le volontarisme politique a permis à ce que Singapour, aujourd'hui, soit une des meilleures économies du monde. Et il faut rappeler que le Singapour a fait quoi? Il a misé sur l'éducation, le Singapour a misé sur l'industrialisation, aussi sur la discipline administrative. Je finis pour qu'on arrive à comprendre. C'est ce que nous voulons faire. Nous pensons que nous avons les moyens. Nous pensons que nous pouvons nous-mêmes considérer comme une force pour que chacun de nous puisse contribuer au développement de notre pays. C'est pour cela que j'appelle les Congolais à comprendre qu'avec le volontarisme congolais, nous pouvons faire avancer le pays, ce qui est difficile à faire avec le régime en place. Donc cela ne pouvait pas être dans un parti déjà qui existe. Le MCDD, ce n'est pas un parti de droite? Mais on n'a pas. Le RDD. Bah, attention, on peut tous être de droite parce que nous partageons un certain nombre de valeurs, mais est-ce que les orientations politiques sont les mêmes? Est-ce que ce n'est pas un parti de trop? Je ne pense pas que ce soit un parti de trop. Nous sommes en démocratie. En réalité, nous devons garantir le fait que nous puissions avoir plusieurs partis, parce que ça permet à ce que nous puissions avoir plusieurs conceptions un peu de la société, plusieurs idées aussi, parce qu'on ne peut pas faire avancer un pays si on n'a pas les nouvelles idées. Or que les nouvelles idées, ça peut aussi venir des partis politiques. Voilà, alors quel est votre regard sur le paysage politique en République du Congo? Écoutez, ce que je pense, c'est que nous sommes un pays qui est un petit pays, mais qui n'arrive pas à décoller parce que nous avons la malchance d'avoir à la tête de notre pays des dirigeants qui ne rêvent pas grand le Congo, qui ne voient pas ce peuple-là comme un peuple de vous. Et donc, je pense toujours que dans le paysage congolais, politique congolaise, pardon, il manque quelque chose. Il manque des véritables leaders, il manque des gens qui ont une grande vision pour faire avancer. Que ce soit dans la majorité et dans l'opposition.
il y a forcément certaines personnes qui n'ont pas encore montré leur capacité, mais à l'heure actuelle, au vu de la situation de notre pays, nous pouvons simplement dire que nous n'avons pas la chance d'avoir des dirigeants avec une grandeur d'esprit pour faire avancer. Donc si on vous demandait le regard que vous portez sur l'homme politique congolais, qui, par exemple, il faut avoir une précision. Si vous me demandez l'homme politique congolais, vous êtes un politique, vous êtes dans ce milieu. Oui, vous, oui, le regard que vous portez sur l'homme politique congolais aujourd'hui, je prends le cas de ceux qui nous dirigent, c'est des gens qui ont affaissé les fonctions politiques. Je vois le président lui-même contribuer à l'affaiblissement de la fonction présidentielle. Je vois le Premier ministre contribuer à l'affaiblissement de la fonction qu'il occupe, donc la primature. Je vois les députés, les ministres mais marcher sur leurs fonctions. Et je pense que quand on est à ce niveau-là, on a perdu l'essence même de la politique. Mais il faut renouer avec la rigueur politique. Il faut renouer avec les valeurs qui permettent que la politique soit le vecteur du changement. Je veux vous aider. Ce n'est pas ce qui se passe là. Alors, vous ne cessez de nommer PCT, qui est bien sûr le parti au pouvoir. Quel est votre regard sur ce parti? Que pensez-vous du Parti congolais du travail? Je pense que c'est le parti qui a la responsabilité de l'échec aujourd'hui. C'est ce parti qui a aussi perdu ses valeurs. Parce que ce que nous savons du PCT, c'est que c'est un parti de gauche. Mais quand nous voyons les politiques menées par le gouvernement qui est composé majoritairement par le PCT, nous voyons très bien qu'il y a un écart entre ce que le PCT dit ou ce que le PCT veut incarner et ce qui se passe. Le PCT est contre les injustices sociales, mais pourtant nous vivons les injustices sociales dans tous les domaines. Le PCT est un parti pour l'égalité. Nous ne voyons pas l'égalité, nous voyons une sorte des inégalités qui gangrènent notre pays. Donc je pense que le PCT, soit il doit choisir une autre idéologie, ou bien qu'il ait le courage simplement de dire qu'il est plus de gauche. Alors, le président Denis Sassou Nguesso, que pensez-vous de Denis Sassou Nguesso? Je pense que le président a fait 100 ans. Je pense que le président devrait penser à devenir le sage de la nation. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir le dernier président, c'est lui, parce que tous les anciens sont pratiquement décédés. Et donc, on a besoin d'avoir un président, un ancien président vivant, qui va regarder aussi comment est-ce que les choses vont se passer et peut-être qui peut servir de sage de la nation. J'appelle toujours le président à regarder du côté de l'histoire. Il faut qu'à un moment donné, qu'il se pose la véritable question, qu'est-ce que le pays va retenir de lui? Qu'est-ce que les jeunes vont retenir de lui? Parce que la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas la génération qui a connu un peu les événements de 97. Vous avez des enfants qui sont nés en 2000, qui ont 25 ans aujourd'hui, les enfants qui sont nés en 98. Qui sont pour la plupart aussi parmi les Koulouna, les bébés noirs. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que je pense qu'il y a une majorité des jeunes aujourd'hui qui cherchent leur avenir, qui ne trouvent pas, et puis il y en a qui ont choisi la déviance. Mais ce que je veux dire, c'est simplement que nous avons changé d'époque. La génération aussi a changé. Ceux qui ont vécu le président Denis Sassou Nguesso, homme de paix, ce ne sont pas les mêmes personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une génération qui a besoin de travail, qui n'a pas besoin qu'on lui rappelle la paix. Parce qu'en réalité, la paix, pour ces jeunes, c'est de trouver leur travail. La paix pour les étudiants, c'est d'avoir leur bourse et de travailler, d'étudier dans des conditions qui vont permettre à ce que chacun puisse avancer dans sa vie. La paix, c'est aussi la situation de nos parents qui sont retraités, qui peuvent retrouver leur droit de vivre dignement. C'est simplement pour dire que les époques ont changé et le président est en réalité en déconnexion avec ce que c'est que l'aspiration même de la population. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, vous demandez en un mot, en quelques mots, en sorte le départ ou la retraite du président de la République? Est-ce que vous, cette jeunesse, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes mature?
Au regard de ce qui se passe quand un ancien chef de l'État abandonne le pouvoir, laisse le pouvoir, vous ne le laissez pas en paix? Ça, c'est une idée archaïque un peu de la politique. Ça, c'est ce qu'on a servi des Congolais en 97, en 98. Bon, je ne sais pas si je vous donne l'impression d'être immature. Non, mais je vous dis, je ne sais pas si moi, je vous donne l'impression d'être immature. Je ne sais pas si vous-même, vous vous considérez comme immature parce que vous êtes journaliste. Si on considère que le pays est rempli des immatures, alors ça veut dire que quelque part, même ceux qui sont en train de nous diriger n'ont pas bien dirigé. Comment vous dirigez un pays pendant des années et vous en avez fait que des immatures? Mais je pense que dans ce pays, il y a des gens qui sont très matures, il y a des gens qui sont très soucieux du développement de ce pays et à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter sur l'idée comme quoi il y a un homme, un seul, qui peut être président durant des années, même être président à vie. C'est pour cela que dans nos propositions, moi, je suis en train de voir comment est-ce que demain, nous pouvons avoir un mandat présidentiel unique pour éviter ce genre de raisonnement, pour éviter de considérer que quelqu'un qui arrive au pouvoir, il peut rester éternellement parce que quelque part, on considère des gens comme des immatures. Alors sur ce point, quand vous parlez de vos propositions, parce que je vous lis souvent, je vous suis souvent, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous débattez beaucoup, vous donnez souvent des opinions, vous communiquez en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors la dernière communication, c'est un peu ce que vous vouliez évoquer. Vous proposez, vous suggérez un mandat de 7 ans, un mandat unique de 7 ans. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette proposition? Bon, oui. Très brièvement, bien sûr. Bien évidemment, nous les souverainistes, nous proposons un mandat présidentiel unique de 7 ans. Pourquoi? Vous savez, la politique a vocation à régler des problèmes. C'est la vocation des politiques. Il faut avoir la capacité de prévoir pour mieux protéger. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays pendant les élections? Là, on est à quelques mois d'une élection majeure, l'élection présidentielle. Mais vous voyez déjà les inquiétudes monter. Chacun se pose la question, comment ça va se passer? Pourquoi? Parce que nous avons un candidat, un président qui veut être encore candidat. Et il y a certaines personnes qui se posent la question, comment ça va se passer? Est-ce que s'il perd, il va laisser le pouvoir? Ou s'il gagne, il va... Alors, donc, il y a toutes ces questions. Mais nous devons régler le problème. Pourquoi il faut régler le problème? Parce que le problème qui, aujourd'hui, crée l'instabilité politique dans notre pays, c'est le simple fait que nous avons un président qui a la possibilité, bien évidemment, c'est constitutionnel, de se faire réélire. Or qu'il faut arrêter, interdire la réélection du président de la République. Pourquoi? Pour éviter de mettre notre pays dans des situations d'instabilité politique. Donc 7 ans. 7 ans, vous faites 7 ans, vous finissez, vous partez, parce qu'il n'y aura plus de réélection pour vous. Et pourquoi aussi? Parce que, vous savez, quand vous avez le système actuel avec les mandats qui sont renouvelables, chaque président oublie de se comporter comme un homme d'État, c'est-à-dire avoir sa vision, planifier sa vision et exercer le pouvoir pour le bien de tous. Chacun va toujours être tenté d'imaginer une réélection. Et donc, à ce moment-là, on a les abus de pouvoir, à ce moment-là, on a même la fermeture du renouveau démocratique. Donc, il faut éviter tout cela. Je pense aussi qu'économiquement, parce que nous le disons, économiquement, c'est bon pour nous d'avoir un mandat présidentiel unique parce que ça va permettre à ce que les investisseurs étrangers comme locaux, de considérer que, bon, quelque part, il y a ce qu'on appelle par la prévisibilité, c'est-à-dire que cet engagement vis-à-vis de la politique, cet engagement vis-à-vis du droit, qui va permettre à ce que chaque investisseur considère que le pays est dans une stabilité, je peux, moi, investir mon argent, mon capital sera dans une sécurité parce que demain, on n'aura pas de troubles. Le mandat de 7 ans, comme certains ont imaginé que c'est court, ce n'est pas court. Les États-Unis ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, ça fait 8 ans. C'est les États-Unis. Je pense que les problèmes des États-Unis, c'est
tellement énorme que le Congo, avec 7 ans, un président sérieux, il peut normalement mettre tous ses projets ambitieux pour le Congo, travailler pour le bien de notre population et ne pas considérer l'élection. Je vais terminer pour vous dire une chose. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'assurez pas la stabilité politique. 7 ans, c'est vraiment un mandat non renouvelable pour que nous puissions aller à une autre élection et permettre aussi qu'il y ait cette alternance pacifique. Parce que le problème, c'est ça. Il n'y a pas l'émergence de nouveaux leaders parce que ceux qui sont là veulent rester au pouvoir. Et donc moi, je considère que 7 ans pour diriger le pays, c'est beaucoup. Et on ne peut pas aussi considérer qu'un seul homme peut, à lui seul, développer un pays. Vous faites votre part pendant les 7 ans, ce que vous allez réussir, tant mieux. Ce que vous ne pouvez pas, celui qui viendra pourra faire le reste. Alors, Ephraim Dave Mafoula, le Rassemblement des forces du changement, RFC, une plateforme de l'opposition dont votre parti politique, les souverainistes, était signataire. Alors, nous avions appris que vous aviez claqué la porte, que vous aviez démissionné, que vous êtes sorti de ce rassemblement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que, je le dis, je ne veux pas montrer une façade d'unité qui, en réalité, n'en est pas une. Le rassemblement des partis politiques se fait sur la base d'une orientation politique. Ça s'est passé comme ça avant. Et à un moment donné, certaines personnes ont décidé de changer l'orientation et je n'étais pas d'accord, j'ai démissionné. C'était quoi exactement? Mais quand je vous ai dit, l'orientation politique, on a décidé d'être ensemble pour aller changer le pays à travers l'élection présidentielle de 2026. Donc il fallait choisir un candidat. Il fallait regarder dans quelles conditions nous allons nous battre pour aller à l'élection. On n'a même pas commencé à mener la bataille. Certains ont commencé à dire qu'on ne peut plus aller à l'élection présidentielle. Et moi, je pense... Le boycott. Moi, je pense que le boycott, ce n'est pas une solution politique. Je pense qu'aujourd'hui, aller à une élection, c'est une forme de résistance démocratique. C'est une manière de dire que nous ne vous laissons pas un boulevard. Il faut continuer à montrer aux Congolais que nous sommes capables d'aller dénouer les choses. Vous savez... nous avons un homme politique, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison à cause de l'élection présidentielle. Nous avons un autre homme politique qui s'appelle M. Okombi Salissa, qui est en prison à cause de l'élection politique. Je ne pense pas que le boycott soit une solution pour la liberté de ces deux grands hommes. C'est pour cela que, pour moi, et pour bien d'autres personnes, il est important de participer à cette élection, que nous puissions dire aux Congolais que voilà, nous avons une chance d'aller changer des choses. Et à ce moment, le changement va arriver pour le peuple et ceux qui sont enfermés pourront retrouver leur liberté. Ils vous diront que c'est dans quel cadre si ce qu'ils demandent n'est pas respecté. C'est-à-dire vous allez accompagner seulement le président Denis Sassou Nguesso et vous faire battre. Pas du tout. Je ne partage pas cette avis. Donc vous avez la chance de gagner. Je ne partage pas. Pourquoi? Parce que je pense que le seul moment où le PCT, même le président, a peur de son pouvoir, a peur de perdre le pouvoir, c'est quand il organise des élections. Bon, dans la vraie vie, quand on est dans une démarche de combat, à quel moment vous allez attaquer l'adversaire? À quel moment vous allez combattre? Ce n'est pas au moment où l'adversaire vous montre des faiblesses. Hormis l'élection présidentielle, et je voudrais que chacun me dise comment ils imaginent de battre le président Sassou. Moi, je pense qu'on peut le battre dans les urnes, parce que ça a déjà été le cas. Quand on va consulter l'histoire électorale de notre pays, ça a déjà été le cas en 92, ça a été le cas aussi en 2016, le général Mokoko est en prison pour cela. Et donc, c'est plutôt à nous de réfléchir sur les erreurs que nous avons nous-mêmes commises à l'opposition, qui a fait en sorte que nous puissions être éloignés de la victoire dans les urnes. Et à ce moment-là, si on a appris, si on a compris nos faiblesses, on peut aller encore à une élection et gagner dans les urnes, parce qu'en réalité, aujourd'hui, je ne pense pas que les Congolais
soient prêtes à aller donner leur suffrage à quelqu'un qui les a mis à genoux. Donc, en résumé, le parti Les Souverainistes présentera un candidat aux élections présidentielles de 2026. Nous verrons. Nous verrons. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement de réfléchir sur notre projet. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'être en contact avec les Congolais. Vous m'avez vu avec Mbongi Tour, vous m'avez vu dans les concertations stratégiques. Nous discutons avec les Congolais parce que... Au finish, vous serez candidat. Pour moi, la candidature n'est pas une obsession. Ce n'est pas une obsession. Moi, je veux représenter les idées qui pourront demain permettre un changement radical avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut que j'aille d'abord dans le réservoir dans les idées. Il faut que je sois dans une émission totale avec le peuple. Et pourtant, ça serait un challenge encore de plus pour vous. Discuter avec le peuple et à ce moment-là, je ferai comprendre aux Congolais si cette grande décision sera prise ou pas. Ça sera encore un challenge pour vous, puisque ça sera une seconde fois que vous allez affronter le candidat Denis Sassou Nguesso, s'il est candidat. Si je suis candidat aussi. Alors, nous allons vers la fin de ce programme. Si on vous posait la question, comment va le Congo? Il va très mal. Il n'y a qu'à voir la situation de la jeunesse aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le problème de l'insécurité avec ce qui se passe, il n'y a qu'à voir nos mamans dans le marché, il n'y a qu'à voir même des enfants, voir nos parents retraités, même les fonctionnaires. Tout le monde est d'accord que ça ne va pas. Nous sommes un pays tout à fait à genoux. La gouvernance actuelle, le régime de Denis Sassou Nguesso a mis le pays dans un bordel pas possible. Maintenant, il faut que nous puissions, comme je vous ai dit, travailler ce côté volontaire. C'est pour cela que je rappelle encore que nous parlons du volontarisme congolais pour que chacun de nous se rende bien compte que pour se redresser, il est question d'une volonté, d'une détermination des Congolais. Et d'aucuns diront que seul vous ne pouvez pas gagner. Surtout que vous n'aimez pas le rassemblement, vous n'aimez pas l'union apparemment. Ah non, non. Je ne rentre pas dans votre jeu, monsieur Mané. Je suis sorti d'un rassemblement. Non, je suis sorti d'un rassemblement qui n'a pas voulu faire des choses comme la politique l'exige. Maintenant, je ne dis pas que je ne peux pas, moi, me retrouver dans une autre alliance. Peut-être que les choses sont en train d'aller dans ce sens, nous sommes en train de discuter, mais il est important pour moi de dire que moi, mon miroir, c'est le peuple. Ce n'est pas d'abord les partis, ce n'est pas les alliances que nous pouvons créer ici et là. C'est qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que moi je peux donner au peuple, comment je peux travailler avec le peuple, et le reste viendra. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. À ceux qui nous suivent, qu'avez-vous à dire à tous ceux qui vous regardent pour finir? Je dis aux Congolais de considérer que nous sommes à la fin d'un cycle. Nous avons une possibilité demain d'aller créer une autre condition de vie. Nous avons une possibilité de se relever de là où on nous a laissés parce qu'on a fait des Congolais des personnes vivant à genoux. Et il faudrait que chacun de nous se prépare à ne pas permettre à ce que nous avons vécu pendant 40 ans puisse se répéter à partir de 2026 et plus. Ephraim Dav Mafoula, merci. Je vous remercie, monsieur Mané. L'icône du 242.